bonjour. Bonjour, alors je vais faire un truc, parce qu'on m'a dit que c'était une salle de concert ici, et j'ai voulu faire un truc que j'ai toujours voulu faire. Bonsoir Nantes. Ok, bon, on est d'accord, on n'est pas le matin, on est le matin, pas l'après-midi, mais je trouve que c'est plus sympa de dire bonsoir Nantes que bonjour Nantes. Bien, c'est effectivement le dernier talk avant la table ronde, et on va parler de live, effectivement. Et exactement, on va parler du temps du live. Alors, ça, c'est une formulation que Cyril m'a demandé. Je lui ai dit, tu veux pas qu'on parle d'un truc sympa, du style, enfin, je sais pas, un peu différent, moins philosophique, du style, la fois où je m'étais retrouvé bloqué dans des toilettes d'un congrès, il a fallu que je live tweet pour en sortir, qu'on vienne me chercher. Non, ça m'est vraiment arrivé. Vous chercherez sur Internet, un jour vous trouverez peut-être. Et il m'a dit, donc plutôt parle-nous de l'expérience du live que tu as aujourd'hui et de ce truc-là qui s'appelle effectivement Periscope, Facebook Live. D'ailleurs, tiens, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des lives avec leur téléphone, Facebook, Periscope? Attendez, je regarde un tout petit peu, lève la main. Ouais, il y a quand même pas mal de monde qui lève la main. Pas mal, d'accord. Donc vous savez de quoi je vais parler. En fait, je ne vais pas vous parler spécifiquement de ça, c'est des outils. Ça, ok, super. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce qui se passe derrière. Et qu'est-ce que ça va changer pour l'homme, au sens large, bien sûr, hommes et femmes, qu'est-ce que ça va changer dans la société? Et c'est beaucoup moins, on va dire, évident qu'il n'y paraît. Le 23 mai 2007, je suis non pas à Nantes, mais à Lyon, et je suis dans un événement que certains peut-être connaissent ici, qui s'appelle les Nuits Sonores. Alors, normalement, on va essayer de faire en sorte que... Voilà, les Nuits Sonores. Donc les Nuits Sonores, c'est un événement de musique électro, et donc je m'y balade, et j'ai mon téléphone dans la poche. Alors, pour information, on est en 2007. Donc, si vous voulez, 2007, c'était à peine la sortie, même pas encore de l'iPhone. Donc, à l'époque, on avait les appareils haut de gamme ressemblaient à des choses comme ça. Alors là, bien sûr, ça va casser l'effet, hein, bien entendu. Voilà, donc ça ressemble à un truc comme ça. Il y a peut-être des gens qui ont eu déjà des choses comme ça. Ça ressemblait à des briques qu'on avait dans une poche, et l'optique était mauvaise. Ça faisait à peine de la 3G, et il n'y avait pas de forfait illimité. Et ça tenait à peine une journée. Enfin, vous allez me dire, ça, de ce point de vue-là, ça n'a pas vraiment changé. Et de fait, je me retrouve avec ce truc-là, et je me balade et je commence à filmer en live, parce qu'il y avait une application à l'époque qui faisait ça. Je m'étais dit, je suis certainement le seul à l'utiliser, quand d'un seul coup, je vois apparaître à l'écran quelque chose, sur mon écran, alors que j'étais en train de filmer la scène. Je vois ça s'afficher sur mon écran. Rapproche-toi du DJ. Alors d'abord, je me demande qu'est-ce qui me parle. D'accord, quelqu'un qui m'envoie un message. Et là, je réalise qu'en fait, le live que j'étais en train de faire, et dont je pensais vraiment qu'il n'était totalement confidentiel, parce que vraiment l'outil que j'utilisais était très peu connu en France, je me rends compte que des gens sont en train de me suivre, de me regarder, et il y a même quelqu'un qui me parle et qui me dit « rapproche-toi du DJ ». Autrement dit, je me prends mes petites pattes et je commence à avancer effectivement et à aller voir de près, et donc de filmer, etc. Alors, je vais vous montrer l'image que j'ai retrouvée. À l'époque, ça ressemblait à ça. Voilà. Donc c'était particulièrement pixelisé, le réseau était vraiment pourri, mais très clair, bon, c'est pas la vraie image, hein, mais très sincèrement, ça ressemblait à vraiment quelque chose comme ça, c'était vraiment innommable. Mais ça a été mon premier contact, mon premier choc concernant un truc extraordinaire qui est, je filme, je montre des choses, et j'ai des gens qui commencent à interagir avec moi, alors qu'ils ne sont pas avec moi et que je ne les connais absolument pas. Le 13 novembre 2015, je suis chez moi, dans mon canapé, et d'un seul coup, je sens mon téléphone vibrer, je regarde mon téléphone, et là, je vois ça qui apparaît. Quelque chose se passe au Bataclan. C'est Twitter. Il y a énormément de choses qui sont en train de crépiter sur Twitter. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce que je fais, j'ai une réaction que moi-même, avec le recul, je me demande pourquoi je l'ai eue. Je n'allume pas ma télévision. Je n'allume absolument pas ma télévision, je me précipite sur mon téléphone et j'allume une application que vous connaissez certainement aujourd'hui, Periscope. J'allume une application et je vois ça. Ça, c'est le live que j'ai vraiment vu. Ce live que j'ai vu de quelqu'un qui est non loin du Bataclan, en train de filmer, en train de se protéger, en train de transmettre ce qu'il est en train de voir, et en train d'échanger avec des milliers de gens qui le regardent, et qui sont en train d'échanger avec lui, et lui qui est bloqué dans la zone, et qui fait ce qu'il peut pour... Pourquoi? Pour peut-être exister, pour faire un testament vidéo, pour partager quelque chose. Bref, il est là, et nous, on est en train de le regarder. Et j'ai, je vous avoue, eu un sentiment très bizarre. Je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas sur la télévision, je ne suis pas en train de regarder e-télévision ou BFM, que sais-je. Je suis en train de regarder des gens qui se filment
et c'est hypnotique, sur un outil live, des gens qui sont en train d'essayer de sauver leur vie. Je me suis posé ces questions-là. Je me suis dit, est-ce que c'est du voyeurisme ? Est-ce que c'est du voyeurisme ? Est-ce que je suis en train de regarder quelque chose que je ne devrais pas regarder ? Est-ce que c'est quelque chose qui est morbide ? Je me suis après demandé, est-ce que c'est une catharsis ? Est-ce que nous sommes en train, nous tous, cette personne qui est derrière cette caméra, et nous tous qui sommes en train de regarder, est-ce que nous sommes en train de faire une catharsis collective face à quelque chose que nous ne voulons pas qui arrive et qui est pourtant en train d'arriver et s'imposer à nous ? Est-ce qu'on est en train de tout simplement faire de voir une nouvelle forme d'information ? Nous sommes au plus près du cœur d'un événement et nous sommes en train de le vivre. Est-ce que c'est aussi une forme d'information ? Je n'ai pas les réponses, je sais juste que c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai eu dans mes tripes au moment où j'ai vu ça, et ça m'a posé plein de questionnements que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Ce qui est très clair, c'est que le premier point que j'ai retenu, c'est que c'est de la conversation. Ce que j'ai noté, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui se filmait et nous qui regardions, c'était quelqu'un qui se filmait et avec qui nous échangions. Avec des gens qui disaient fais attention à toi, cache-toi, arrête de filmer, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Des gens qui donnaient des conseils, d'autres qui disaient j'habite pas loin, viens chez moi, viens te mettre à l'abri. Donc on était dans une logique conversationnelle, quelqu'un qui montrait quelque chose, et pour la première fois des gens qui remontaient de l'information, qui la partageaient. Autre élément, le fait que nous étions dans une logique d'immersion. Quelqu'un qui était planqué derrière une voiture et qui vivait quelque chose et qui nous le partageait, qui essayait de progresser pour essayer de se protéger, de sortir de la zone de danger. Et le troisième élément, c'était que nous étions dans du temps réel, absolu. Quand je dis du temps réel absolu, c'est véritablement, nous étions en train de vivre là, maintenant, ce qui était en train de se passer. Très surprenant, sincèrement très surprenant. Ce qui est très clair, c'est que, moi j'appelle ça d'un terme qui s'appelle la complicité sociale. C'est un terme que j'ai développé il y a plein d'années de ça, à l'époque où je travaillais en prospective et innovation chez Orange, où je commençais à travailler sur les notions de réseaux sociaux. À l'époque, on parlait de communauté d'intérêt. Et l'idée, c'était de dire qu'il y a des gens qui se parlent entre eux et qui ne se connaissent pas. Cette notion de complicité sociale elle est importante parce que complicité veut dire connivence, dans le bon sens du terme. Autrement dit, on ne se connaît peut-être pas, mais on va vivre ensemble une expérience forte, qui peut être tragique, qui peut être magique, qui peut être extraordinaire, qui peut être hors du temps. Dans tous les cas de figure, il y a une complicité qui va se créer l'espace d'un instant. Et cette notion-là, elle est sociale, donc, c'est ce que j'appelle la complicité sociale. Pour moi, le live aujourd'hui, c'est l'outil de la quintessence de la complicité sociale. Le fait qu'on arrive à faire en sorte de créer une connexion pendant un instant, pour les raisons que je vous ai données, de manière conversationnelle, immersive et temps réel. Alors, il y a un point qui est important aussi, c'est pourquoi tout ça arrive. Tout ça arrive parce que tout simplement, on a dans nos poches aujourd'hui tous un appareil qui est équipé d'un objectif de très bonne qualité. Vous pouvez aujourd'hui faire de la très bonne qualité, vous pouvez faire de la 4K avec. Bref, vous pouvez filmer de manière professionnelle, ce que je n'avais pas à l'époque avec mon Nokia N95. Vous pouvez aujourd'hui filmer avec cet outil-là. Vous avez de la 4G. Vous avez la possibilité d'avoir des outils perfectionnés, des choses extraordinaires qu'on n'avait pas à l'époque et qui permettent donc d'aujourd'hui créer ces conditions de cette immersion, de cette complicité sociale. L'autre point important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quelque chose de nouveau arrive, c'est cette notion de on-air, le fait que l'on puisse être totalement, constamment connecté. Le on-air, on l'a déjà vécu avec les réseaux sociaux, quelque part. Lorsqu'on est connecté, lorsqu'on est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Snap, ce que vous voulez, on est effectivement déjà connecté. Et le live rajoute quelque chose d'autre. Alors, on est d'accord que ça, ce qu'on voit derrière, ce n'est pas l'iPhone 8, c'est juste quelque chose que j'ai rajouté, que j'ai collé dessus. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est intrinsèquement lié à ce type d'outils-là. On est dans des outils qui deviennent des outils de perception, de partage de live. Il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous tout de suite maintenant, 3 convictions sur le sujet. La première, c'est qu'effectivement, on est sur quelque chose, ce live, cette notion de live vidéo, conversationnel, j'insiste, pas quelque chose qu'on diffuse. C'est du direct. Le live conversationnel, c'est l'enfant des réseaux sociaux, ce n'est pas un enfant de la télévision. Lorsque vous voyez ces images derrière, c'est les premières images de la première guerre du Golfe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'étais gamin. Lors de la première guerre du Golfe, le truc qui était fascinant, c'était que pour la première fois à la télévision, on avait un flux et un flot d'informations continues venant d'une chaîne qui s'appelait CNN, qu'on découvrait et qui se développait, et qui nous montrait quasiment en temps réel, quasiment 24/24, ce qui se passait à l'autre bout du monde. Je me rappelle mon grand-père. Lui, regardez, il avait fait, vous vous en doutez, plusieurs guerres. Et il avait vu ça, et il était
fasciné. Fasciné de se dire qu'il était en train de vivre, de voir quelque chose, qu'il avait pu vivre de lui-même dans ses tripes, et qu'il avait vécu et qu'il était en train de voir quelque part ailleurs, qui se passait carrément sous ses yeux. Avec ces fameuses caméras, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on voyait, qui étaient dans les caméras infrarouges qu'on voyait qu'on appelle ça dans les missiles, soi-disant, c'était de la guerre chirurgicale. Dans tous les cas de figure, ça, ce direct aujourd'hui, c'était l'apanage de la télévision, et aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'apanage de la télévision. Toute personne aujourd'hui a la possibilité d'être en direct. C'est le premier changement. Le premier changement, c'est qu'aujourd'hui, la télévision a perdu cette bataille ce précaré qui était le sien, qui était je peux faire du direct. N'importe qui ici d'entre vous peut faire aujourd'hui du direct. Deuxième élément, c'est la notion de téléportation. Et effectivement, quand on voit le téléphone, il est bien petit et pourtant, croyez-moi, il est bien plus grand à l'intérieur. Le fait est qu'aujourd'hui, à l'image du TARDIS, si vous avez envie de vous balader dans le monde, eh bien, les outils de live vous permettent de le faire. Vous prenez la map monde qu'il y a et du bout du doigt, vous cliquez sur une des images, un des points chauds qui vous permet de voir automatiquement ce qui se passe en direct. Il y a peut-être des gens qui là actuellement sont en train de me filmer, donc il y a un petit point sur Nantes rouge et qui permet de savoir qu'automatiquement quelqu'un est en train de me filmer. Cette notion de téléportation, elle est magique parce que vous pouvez à l'instant T, tout de suite, comme ça dans votre canapé, vous retrouver à l'autre bout du monde, en train de voir des gens qui sont en train de nager avec des dauphins du côté d'Hawaï, ou bien des gens qui sont en train de vivre une révolution, ou bien d'autres qui sont simplement en train de s'embêter chez eux, dans tous les cas de vivre une conférence. Ce qui pose la question de nous, peuple du numérique, qu'est-ce qu'on a envie de faire de cet outil-là? Est-ce qu'on a envie de montrer des conférences? Est-ce qu'on a envie de relater ce qui se passe dans une manifestation? Est-ce qu'on a envie d'être au plus près des âgés de Nuit debout? 80 000 personnes, Nuit debout, le premier soir qui a été filmé par une personne qui s'appelle Rémi Buisine, qui aujourd'hui est le journaliste de Brut. Il n'y avait pas une chaîne de télé, c'était uniquement en live. Et c'était uniquement lui qui a fait vivre cette expérience. Est-ce qu'on a envie de montrer des choses tragiques comme parler de son suicide? Est-ce que l'on a envie, au contraire, d'inventer des nouvelles formes de reportage? Tout est au bout de nos doigts. Il y a un autre élément aussi qui est important, c'est la distorsion temporelle. Cette distorsion temporelle, c'est le fait de se dire, aujourd'hui, effectivement, est-ce que je suis vraiment en direct? Est-ce que je suis en direct différé? Est-ce que je suis en direct enregistré dans les conditions du direct? Les lignes se floutent aujourd'hui. Et on ne sait pas vraiment, des fois, si on est vraiment en vrai direct ou pas. Dans tous les cas de figure, c'est quelque chose qui est en train de s'écrire et qui est différent du YouTube où, en gros, on sait que tout est enregistré. Pour finir, j'ai envie de vous partager avec vous cinq réflexions que j'ai comme ça sur le bout des lèvres et que j'avais envie de partager avec vous. La première des choses, c'est la notion d'extimité. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, c'est fabuleux. Vous avez appris un mot que vous allez pouvoir briller ce soir en société à la soirée du Web Today. Dans tous les cas de figure, l'extimité, c'est quoi? C'est l'inverse de l'intimité. C'est le fait de partager des choses personnelles de manière extérieure. Les blogs, par exemple, ont été les premières formes d'extimité. Est-ce que le live est une nouvelle forme d'extimité? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de pousser encore plus vers la révélation de soi et le fait de se montrer, de se dévoiler? Le deuxième point, c'est la notion de mémoire. Cette notion de mémoire, pour ceux qui connaissent cette image de la série Westworld, c'est la notion de mémoire, de mémorise, le fait de se dire, est-ce que nous tous collectivement qui faisons du live, est-ce que nous sommes en train de nous créer une mémoire collective ou nous sommes au contraire en train de nous créer une mémoire parcellaire, complètement, qui va se détruire, qui va s'auto-détruire, donc qui ne restera pas dans le temps, ou bien qui va au contraire, nous sommes en train de nous construire aujourd'hui une mémoire collective. C'est trop tôt pour le savoir, mais c'est la vraie question qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, on se souviendra dans quelques années? Est-ce qu'on ira chercher des vidéos d'archives sur Periscope, Facebook Live, YouTube Live ou autre, comme la télévision le fait avec Lina, ou pas? C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais qu'on peut être en droit de se poser. L'autre point, le troisième point, la troisième question, c'est le fait de se poser la question de l'éducation. Ça, c'est ma petite fille, elle a 4 ans, et elle, sa télévision, c'est sa tablette. Et les chaînes de télévision, c'est des applications et c'est des hashtags. Elle ne connaît pas, elle ne connaîtra jamais la télévision. Bien sûr, il y en a une dans le salon, elle sait à quoi ça ressemble, mais elle n'ira jamais dessus, parce que ça ne l'intéressera pas, parce qu'il y aura d'autres dispositifs qui existeront. Et le fait est que la question, c'est elle connaîtra donc différemment. Il y aura peut-être même plus de chaînes de télévision. Peut-être que ce sera uniquement un agrégat de choses produites par des gens comme vous et moi et par d'autres producteurs d'émissions, de contenu. Comment va-t-elle faire pour lire, apprendre à lire ça, prendre de la distance, comprendre, décrypter? Et comment va-t-elle faire aussi pour écrire sur ce nouveau média? C'est une chose dont je n'ai pas la réponse, mais qui me taraude pas mal. D'ailleurs, Cyril a parlé tout à l'heure des interrogations qu'on peut avoir ensemble sur justement l'impact sur le monde de tous ces outils-là. Et c'est une vraie question que j'ai, notamment quand je vois ma petite fille. Un quatrième point, c'est
La VR, on en parlait il y a quelques instants, juste avant moi, la VR. Aujourd'hui, Facebook, par exemple, ça c'est la phrase à tweeter si vous avez envie. La VR, donc, aujourd'hui, est un prérequis, enfin un précaré qui est notamment investi par Facebook. Facebook qui est le deuxième ou troisième plus grand pays au monde, hein, quand vous réfléchissez au nombre de gens qu'il y a dessus. Imaginez que l'on mixe de la VR avec du live. Aujourd'hui, on va sur Facebook. Demain, on ira dans Facebook. Il y a juste un mot qui change, et qui change tout. Est-ce que vous serez demain en train de me regarder ici, ou vous serez assis dans votre salon? Et pourtant, je serai peut-être de manière on ne peut plus réaliste devant vous en train de vous parler, en live, en vidéo, avec vos lunettes, vos casques, allez savoir. Pareil, c'est une interrogation que j'ai, et je préfère vous voir en vrai là tout de suite, mais peut-être que certains auront des sièges vides, et en fait, ils seront chez eux, ils pourront interagir pourtant de la manière la plus naturelle qui soit. L'autre point important, c'est de se demander si nous ne sommes pas doubles. Si nous ne sommes pas doubles, si à l'instar d'Harvey Dent, donc c'est pas à cause du fait qu'il a porté longtemps son téléphone à l'oreille, hein, qu'il a la moitié du visage qui est cramé, mais bon, utilisez quand même des kits mains libres. Le fait est qu'ici, est-ce que le live va faire en sorte que nous allons d'autant plus être nous-mêmes? Est-ce que nous allons d'autant plus être la sincérité même, ou est-ce qu'au contraire nous allons apprendre encore plus à nous cacher ou à jouer des codes et peut-être de nous, on va dire, de se masquer un tout petit peu plus par rapport au fait que l'on va apprendre les codes du live et on va jouer avec. C'est aussi un questionnement qu'on peut avoir quand on voit aujourd'hui les fameux youtubeurs, youtubeuses qui savent très très bien utiliser ces codes-là. Pour conclure, j'ai envie de vous lire une phrase. C'est la phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a écrit en fait, c'est une phrase qui est tirée de la préface du livre que j'ai écrit sur le live. Le livre s'appelle Go Live et c'est David Abiker. Pour ceux qui le connaissent, David Abiker, donc, qui est journaliste, qui a eu plein de vies dans sa vie, et qui a écrit la chose suivante. Être en live, c'est retrouver la pièce de théâtre du collège en fin d'année, quand on mourait de trac devant les parents. C'est monter sur un banc dans un jardin pour y déclamer son amour de la poésie devant ses passants médusés. C'est une déclaration d'amour, un râteau, un moment fort qui suit immédiatement un mot, un geste auprès de l'être aimé. Les petits cœurs, toujours, et encore, qui se répondent en un battement d'ailes. Le direct, c'est la vie, donc. Et effectivement, à une lettre près, le live, c'est le love, c'est l'amour, c'est le fait de pouvoir partager des choses, c'est le fait de spread the love, comme disent nos amis anglo-saxons, dans tous les cas de figure, c'est de diffuser les ondes positives. Je crois intimement, vraiment de manière très peut-être optimiste, trop optimiste, mais vraiment en l'humain et à ses forces positives. Le fait est que cet outil-là, on en est qu'au début du commencement, il peut servir à énormément de choses. Il peut aider à partager eh bien, le savoir, c'est ce que Cyril vous a expliqué ce matin. Les cerveaux du cœur, le fait de partager le savoir, pourquoi ne pas imaginer d'utiliser le live pour ça? On peut imaginer énormément de choses. C'est une cour de récréation. Dans tous les cas de figure, comme tout grand pouvoir implique une de grande responsabilité, ça c'est la phrase que j'avais prévu de placer en faisant un pari, le fait est que là où on est dans le monde aujourd'hui, quand on se lance dans le live, dès qu'on appuie sur le bouton rouge du on air, en marqué en direct, là où l'on est au monde, et là où l'on est au monde. Vous avez noté la nuance. Là où effectivement tout commence, ça devient, à ce moment-là, dès qu'on appuie sur ce bouton, ça devient un immense terrain de jeu, une immense cour de récréation extraordinaire et fabuleuse. Et le fait est que, je vous le souhaite, si vous avez envie de jouer avec tout ça, il y a des choses fabuleuses à faire avec ces outils-là, parce que ce ne sont pas des outils, c'est avant tout des gens qui sont devant et derrière. Donc, si vous avez envie peut-être de renaître et de vous jeter à l'eau, de les utiliser, tant mieux. Dans tous les cas de figure, ce que je vous souhaite, c'est un peu comme Truman, qui sort de son monde, de sa bulle filmée en 24-24, et qui va renaître en sortant de cette bulle à l'aune du regard que les autres porteront sur lui, en vrai ou en virtuel. Voilà, je vous remercie.